Cette session va mettre en lumière le rôle du tiers secteur dans le développement territorial en lien avec la thématique de l'emploi de proximité. Nous aurons l'occasion de découvrir entre guillemets, une bonne pratique ou un modèle économique qui a un impact social et écologique sur le territoire que nous allons voir en tant qu'étude de cas à laquelle je vais consacrer un moment important de cette session. Tout d'abord, je vais vous inviter à vous connecter sur Kaut.it. Je ne sais pas si vous connaissez la plateforme. Nous allons faire un brainstorming très très rapide de 2 minutes à 3 minutes pour commencer. Donc, Kaut.it, c'est cette session-là. Vous mettez juste KAHOOT.it. Il va vous demander un code PIN que je vais vous donner tout de suite. Oui. La connexion de l'hôtel est ouverte. Alors, si vous avez besoin d'assistance, n'hésitez pas. Donc, c'est KAHOOT.it. Il va vous demander un code PIN. On va le générer tout de suite. Donc, c'est 116 02 30. Vous choisissez n'importe quel pseudo, n'importe quel prénom, n'importe lequel. Alors, on va commencer dans 5 secondes. Alors, j'ai 17 personnes connectées pour le moment, 15 participants. Il y en a qui se déconnectent entre-temps. Voilà, donc on va commencer avec ce nombre, sachant qu'on va y revenir à la fin pour recueillir un peu vos recommandations sur cette thématique à la fin. Donc on va commencer. Alors, j'ai 18 personnes connectées, 19, allez, à 20. Alors, on commence. Alors, la première question, c'est qui vous êtes ? Vous faites partie du secteur public, secteur privé ou plutôt tiers secteur ou autre. C'est une réponse libre. Vous pouvez également saisir votre réponse. Alors, secteur public, tiers secteur, autre. OK. On n'a pas de représentant du secteur privé. Très bien, on passe à la question suivante. Ça, c'était le plus rapide à répondre, mais ce n'est pas un quiz. Je ne peux pas annuler pour cette question. Ce n'est pas grave. Alors, selon vous, tiers secteur signifie ? Juste un mot-clé, s'il vous plaît. Un concept clé.
Juste des concepts clés. OK. Tiers secteur signifie... Alors, demande un vote, c'est-à-dire une priorisation des concepts clés. Alors, association, innovation et proximité, associatif, richesse, donc signifie association et coopérative. Donc, signifie société civile avec 11 points. Et signifie économie sociale solidaire avec 14 points. OK, passons à la question suivante. D'après vous, emploi de proximité signifie? Juste un mot-clé, pareil. Alors, pour vous, emploi de proximité signifie proche, social, emploi local, emploi. OK. D'après vous, vous auriez une échelle territoriale. Vous pouvez placer les pins selon l'échelle territoriale la plus concernée par l'emploi de proximité, d'après vous. Est-ce que c'est la région la plus large, la province ou préfecture, et puis la commune tout au centre? C'est à vous de placer les pins pour nous indiquer, d'après vous, quelle est l'échelle territoriale la plus concernée par la question de l'emploi de proximité. Donc, le cercle le plus large, c'est la région, suivi au milieu de la province ou préfecture, et puis nous avons la commune tout au centre. OK, donc la plupart des pins sont situés au cœur, donc commune, province, et quand même la région est un peu plus éloignée. Une autre question, le tiers secteur vise à concilier performance économique et utilité sociale. Êtes-vous d'accord? Un peu d'accord? Tout à fait d'accord? Ou pas du tout? Le tiers secteur vise à concilier performance économique et utilité sociale. À quel point vous êtes d'accord avec cette approche? La plupart quand même sont d'accord, donc 47% des votes sont avec cette définition. Alors en podium, nous avons Naïm qui a été le plus rapide dans ses réponses. Merci beaucoup pour votre interaction. Donc maintenant, nous allons passer au vif du sujet. Nous allons commencer à découvrir le rapport entre tiers secteur et développement territorial. Donc ça, c'est les cas plutôt, pardon, excusez-moi. Voilà, donc les mots-clés justement de cette session, c'est ce que vous avez aussi noté, c'est territoire, proximité, emploi, tiers secteur, ESS d'une manière générale, innovation sociale, utilité sociale et écologique par laquelle on va conclure cette session. Donc, tout d'abord, donc, de qui on parle
puisque c'est un concept qui est assez ambigu, c'est tout ce qui se situe entre secteur privé et secteur public. Nous n'avons pas encore une approche bien claire ou un modèle juridique qui va nous permettre justement de trancher sur une composante tiers secteur ou pas, mais ce sont l'ensemble des associations, des mutuelles, des fondations qui ont une utilité sociale, qui ont une vocation à la fois économique et sociale, qui cherchent justement à avoir cet équilibre entre la performance économique et l'utilité sociale. Vous avez vu dans cette plénière de ce matin les chiffres clés. Nous avons à peu près plus de 60 000 coopératives qui sont actives, mais effectivement avec un autre chiffre à côté sur la déclaration, par exemple au CNSS, d'une manière générale au régime de la protection sociale, qui justement révèle que nous avons encore de l'emploi informel et que malgré cette activité du secteur coopératif, il reste encore justement des transformations à faire. Il y a également un autre chiffre lié au nombre justement d'associations qui sont actives au Maroc d'une manière générale, mais qui produisent peu d'emplois et on a peu de visibilité sur justement l'insertion économique des salariés dans le secteur associatif. Nous avons surtout des perspectives, des objectifs fixés par la stratégie nationale de l'ESS qui sont justement arrivés à 8% du PIB, donc justement d'ici 10 ans, développement du nombre des acteurs et des organisations, et puis la création de plus de 550 000 nouveaux emplois par an. Ce sont des chiffres effectivement ambitieux et il est demandé du secteur de l'ESS d'être producteur d'emplois, d'être créateur de l'emploi. Comme j'ai dit, donc, la finalité du secteur, c'est concilier performance économique, créer de la valeur et utilité sociale. Nous devons réduire la pauvreté, nous devons réduire l'exclusion, nous devons réduire les inégalités, les disparités territoriales. Le tiers secteur est une force socio-économique qui est liée au local, qui est ancré dans le territoire. Donc, ça nous renvoie à la notion de développement local. Lorsqu'on parle de tiers secteur, c'est vrai que nous avons besoin des approches au niveau national, mais on revient toujours au dicton de penser global, agir local. Donc, il s'agit premièrement d'une question de développement local et de développement territorial. Quel est le rôle moteur du tiers secteur? Qu'est-ce qui est demandé de ce tiers secteur? Tout d'abord, c'est créer de l'emploi, créer de la richesse. Créer des biens et des services qui sont utiles aux communautés, à la collectivité. Et renforcer la cohésion sociale et l'équité territoriale, mais aussi agir pour le développement durable. C'est un peu une question transversale. On demande au tiers secteur de chercher justement cet équilibre et on lui demande d'être un peu intersectoriel pour qu'il puisse justement nous aider à produire des biens et des services, créer de la richesse, assurer une cohésion sociale territoriale, mais aussi penser au développement durable. La gouvernance territoriale, quant à elle, est invitée, comme on l'a entendu dans le panel aussi de ce matin, à faire des efforts en termes de partenariat, de coopération, en termes de reconnaissance. Reconnaître le tiers secteur, c'est d'abord lui donner une place dans la co-construction des politiques publiques, c'est réfléchir avec les parties prenantes sur les stratégies locales qui peuvent justement être créatrices de solutions socio-économiques, c'est aussi appuyer, c'est aussi labelliser, valoriser le tiers secteur, mais comme j'ai dit, co-construire, c'est aussi donner la chance aux acteurs de penser avec les décideurs publics les stratégies locales, les dispositifs d'insertion socio-économique. Les collectivités territoriales ont un rôle effectivement de gouvernance et de partenariat, un rôle de développement socio-économique d'une manière générale, un rôle pour promouvoir le développement durable, un rôle pour justement augmenter l'attractivité, la compétitivité au sein des territoires, mais aussi
pour assurer le financement et créer des instruments justement qui vont aider à appuyer le tiers secteur à grandir et à se renforcer. Maintenant, la question, c'est comment diversifier les formes, justement, les formes et les instruments du tiers secteur, mais aussi les instruments financiers pour appuyer, justement, le tiers secteur. Dans la stratégie nationale pour l'emploi, nous avons ce qu'on appelle les programmes régionaux pour promouvoir l'emploi. Il y a eu des initiatives, par exemple, pour mettre en place des dispositifs régionaux pour promouvoir l'emploi. Et vous pouvez voir que, justement, en termes de chiffres, ça a contribué dans certaines régions à créer des dynamiques, à augmenter, renforcer l'employabilité des jeunes et justement à pérenniser certains emplois sur les territoires. Maintenant, lorsqu'on parle de l'emploi de proximité, c'est justement, lorsque vous avez placé les pins tout à l'heure, l'entité territoriale la plus proche des habitants, c'est la commune, effectivement, mais on revient toujours à la question des prérogatives, des attributions juridiques et aux compétences des collectivités territoriales. Comme vous le savez tous, l'ESS, c'est une compétence propre de la région. Donc, c'est la région qui s'occupe justement de mettre en place des stratégies régionales pour promouvoir l'ESS. C'est elle qui pilote, c'est un peu le maestro de l'ESS sur le territoire. Ceci n'empêche pas d'autres collectivités territoriales de coopérer ou d'inventer des formes de coopération juridique comme la gestion déléguée par exemple pour justement créer l'emploi. Il y a eu par exemple les initiatives locales pour l'emploi qui ont été intégrées dans les plans régionaux de l'emploi de la stratégie nationale et qui étaient vraiment des outils opérationnels pour justement permettre à des jeunes de s'insérer dans la vie active. Il y a eu Awarash, je ne sais pas si vous avez rencontré ou étiez des acteurs de Awarash dans vos territoires, c'était également une expérience très intéressante qui est à proximité des habitants, mais qui s'adresse surtout à un public très éloigné de l'emploi, ou plutôt qui a souffert d'un chômage de longue durée. Donc ce sont des personnes en difficulté qui ont bénéficié en premier de Awarash, et vous avez vu par exemple l'aménagement de routes, de pistes rurales, de passages piétons devant les écoles, le paysage, le jardinage et d'autres services et prestations qui étaient vraiment utiles pour la communauté. C'était de 2022 à 2023, mais maintenant la question de pérennisation aussi c'est un défi pour ce genre d'initiative. Comme vous le savez tous, au niveau de la région, on a la planification stratégique territoriale au niveau des 3 collectivités territoriales. Nous avons le programme, le plan de développement régional, le PDR. Nous avons au niveau de la province également un plan de développement et le PAC, le plan d'action communale au niveau de la commune. Maintenant, dans le PDR, justement, on inclut tout ce qui est relatif à la compétence de la région en termes d'ESS. Donc ici, les régions ont une opportunité d'avoir des mesures incitatives et d'intégrer justement une composante spécifique à la question de promotion de l'attractivité territoriale et de la promotion de l'ESS en tant que vecteur d'emploi. Il y a également les plans régionaux de l'emploi, mais comme a été cité ce matin aussi dans le panel, c'est que les plateformes aussi ESS, ça peut créer des espaces justement d'interaction interacteurs au niveau du territoire pour justement penser cette stratégie et avoir un outil de gouvernance un peu transversal qui va regrouper toutes les synergies des acteurs. Maintenant, il y a d'autres formes, il y a des dispositifs qui peuvent générer justement de l'emploi et pour un public en difficulté parce que à la base, les activités d'insertion par l'économie qui ont été développées dans d'autres pays, c'était pour justement aider les personnes en difficulté, en recherche d'emploi, en priorité les jeunes qui souffrent du chômage et en leur offrant un parcours. Donc il y a la notion de parcours individualisé. Par exemple, en France, il y a les activités d'insertion par l'emploi
les IAE, c'est un donc système bien organisé, il y a plusieurs formes. Vous pouvez trouver les associations d'insertion par l'emploi, vous pouvez trouver les chantiers d'insertion économique, vous pouvez trouver également des entreprises d'insertion par l'emploi qui sont des intermédiaires entre l'État et entre les demandeurs d'emploi. Ils sont là comme un tremplin pour justement aider les jeunes à apprendre, à se former, à s'autonomiser, à trouver un travail, même si la durée peut sembler donc courte, mais justement c'est un tremplin d'insertion économique. Maintenant, on peut penser à d'autres dispositifs, d'autres instruments. On peut penser par exemple au crédit impôt recherche et innovation qui peut aider par exemple les petites entités comme les coopératives ou les petites entreprises justement dans l'innovation sociale, et ça peut être un instrument financier qui est intéressant pour justement appuyer le tiers secteur. On peut penser à des crédits innovation pour les jeunes entreprises, ceux justement qui vont témoigner d'un impact social, économique ou écologique pour renforcer justement leur esprit entrepreneurial. On peut penser à des fonds justement dédiés à toutes les activités, par exemple comme les activités génératrices de revenus comme l'INDH, donc activités d'insertion par l'économie, et donc un fonds dédié que pour ça, avec des activités justement qui s'organisent, malgré que nous n'avons pas un cadre juridique précis pour des associations d'insertion économique, mais ça peut être l'une des formes justement qui peut accélérer l'emploi des jeunes. On peut penser à des fonds RSE, mais cette fois-ci, RSE pour les petites entreprises. La RSE, comme vous savez, c'est une composante bien structurée au sein des grandes entreprises. Et aujourd'hui, la fondation qui nous accueille aujourd'hui, justement, c'est l'exemple concret de cet impact de RSE. Maintenant, on peut penser à des petites entreprises, justement, qui ont une vocation économique, sociale et ou écologique et qui souhaitent aujourd'hui se transformer pour avoir ce label, avoir cette reconnaissance RSE, pourquoi pas. Donc nous pouvons également encourager cette transformation de la TPE, PME vers un modèle de RSE avec un appui financier et une reconnaissance avec labellisation. Et aussi des fonds RSE, comme se fait naturellement par les grandes entreprises qui sont injectées, réinvesties dans le tiers secteur. Donc ça, c'est pour penser un peu quels sont les instruments, dispositifs qu'on peut mettre en place pour appuyer le tiers secteur et pour appuyer justement d'autres formes d'activités, d'insertion économique au niveau territorial. Maintenant, quels sont les enjeux pour le développement territorial concrètement pour le Maroc? Pour nous, c'est lutter contre l'exclusion, notamment celle des femmes et dans les zones rurales. Donc, c'est réduire les inégalités sociales et les disparités territoriales. C'est créer de l'emploi, offrir plus d'opportunités d'auto-emploi et d'emploi, justement, et d'intégration économique. Mais aussi, l'autre enjeu dont on a parlé ce matin dans le panel, c'est de passer de l'informel vers le formel. Aujourd'hui, il faut chercher justement des activités informelles et les structurer, les transformer en formel. Donc, créer des nouveaux emplois, ça c'est clair, mais déjà le formel a besoin d'un focus, a besoin qu'on étudie le modèle économique de l'informel pour le transformer en formel. Le développement durable, bien évidemment, c'est promouvoir l'économie sociale d'une manière générale et promouvoir l'entrepreneuriat responsable, social et durable. Pour les grands défis, nous avons besoin de normaliser les pratiques, normaliser, standardiser. Et il y a tout un travail de recherche, développement et recherche-action, je dirais, dans ce sujet-là. Recherche-action. Reconnaître, c'est, comme j'ai dit, valoriser, labelliser, reconnaître la place du tiers secteur en tant qu'acteur, justement, acteur économique sur le territoire. Acteur économique
et acteur stratégique qui est là pour penser des stratégies, pour construire des politiques publiques inclusives et durables. Financer, nous avons besoin d'inventer des instruments financiers qui soient souples, qui soient tangibles pour accompagner le tiers secteur. On a besoin également d'appuyer les initiatives qui sont émergentes, les dynamiques émergentes sur le territoire. Nous avons besoin d'encourager la transformation, comme j'ai dit, des modèles aussi, des petites entreprises qui essayent de justement trouver une vocation d'utilité sociale et économique et avoir une utilité sociale et écologique sur le territoire. Elles sont là, mais elles sont invisibles dans l'écosystème du territoire de l'ESS. Et normaliser, on a besoin bien évidemment d'un statut juridique, on a besoin d'un modèle économique, justement de ce que c'est où l'entreprise sociale, comme ça a été défendu par plusieurs acteurs du champ de l'ESS au Maroc et des chercheurs qui défendent justement ce modèle-là, ou justement aller vers un modèle à utilité sociale, environnementale, écologique. Tout de suite, je passe à l'étude de cas. Cette étude de cas, justement, va nous rapprocher des enjeux, des défis et de cette plus-value du tiers secteur sur un territoire et justement un modèle de proximité, un modèle d'inclusion, un modèle de viabilité et d'impact socio-écologique sur le territoire. Après cela, nous allons ouvrir un débat justement interactif à partir de tout ce que nous avons vu et justement pour vous donner l'occasion de réagir sur cette thématique. Donc, cette étude de cas, donc, c'est un modèle d'utilité sociale écologique sur le territoire. C'est le modèle d'une coopérative que vous connaissez peut-être et qui est un cas d'école, vraiment pour enseigner le rôle moteur du tiers secteur et enseigner la transformation par les ressources du territoire. Donc, la coopérative que je vais vous présenter a traversé un chemin qui est très intéressant. Et là, justement, vous allez retrouver la notion du parcours dont je parle. Donc, tout a commencé dans une décharge informelle. Et c'est l'histoire d'un petit groupe qui travaillaient justement dans la décharge d'une manière informelle, dans des conditions inhumaines, et qui ont décidé un jour, justement, puisque la décharge par décision communale va devenir une décharge contrôlée, vont décider de s'auto-organiser et de former une coopérative et justement d'étudier les opportunités qui s'offrent à eux pour devenir une entité, un cadre juridiquement structuré pour justement continuer justement leur travail. Donc, les chiffres clés, c'est sur les déchets, c'est 7 millions de tonnes, donc, dont 5,5 qui sont issus du milieu urbain et c'est équivalent à 1 kilo par jour, par personne. Les déchets urbains sont collectés et le taux de recyclage ne dépasse pas, donc ça c'est un chiffre qui est relativement ancien, c'est 2015, mais qui ne dépasse pas 10%. Là aujourd'hui, je ne sais pas. Les décharges sauvages non contrôlées donc avoisinaient les 300. Donc aujourd'hui, bien sûr, les chiffres ont changé. Mais, et donc les récupérateurs, justement, ce sont des milliers qui continuent à travailler dans les décharges qui ne sont pas contrôlées. Donc ici, en fait, c'est la décharge sauvage en périphérie de Rabat qui s'appelle Akrush. Et justement, qui a été fermée, puis une décharge contrôlée qui a été ouverte à Omaza. Justement, la coopérative, avec à peu près 146 personnes, ont fondé ce modèle-là en 2010, la coopérative Tawafour, pour
faire le tri, continuer plutôt à faire le tri, mais plutôt dans un cadre formel. Donc, parcours de la coopération. Donc, comme j'ai dit, la commune va décider de passer à une décharge contrôlée. Et elle va donner, ce qui est intéressant, elle va donner ses directives dans le CPS, dans le cahier des charges plutôt, à ce que justement les futurs employés soient les récupérateurs informels, qu'on garde les mêmes et qu'on les intègre dans le nouveau centre de tri qui sera créé. Donc, l'outil, c'est la gestion déléguée. Donc, la commune va signer une convention en 2007 avec la filiale marocaine de Pisorno pour l'environnement et donc pour justement lui confier la mission d'exploitation dans le centre du tri. Donc, de l'informel au travail organisé, donc ils vont se constituer en petits groupes pour lancer la préparation de leur coopérative. Donc, ils ont eu la chance d'être accompagnés par l'ONG CARE de 2007 à 2008. Et donc là intervient tout le parcours de renforcement des capacités pour ces gens-là, pour apprendre ce que c'est qu'une coopérative et pour apprendre les normes justement de sécurité, d'hygiène et tous les process liés justement à ce métier-là de tri. Ensuite, il y a eu la création juridique en 2010 et le lancement officiel en 2011. Donc, Yessine, que j'avais rencontré en 2010 avec un témoignage vraiment humain qui était très intense, aujourd'hui est devenu leader. C'est un personnage populaire qui a créé sa propre histoire et lui-même, ça c'est un témoignage recueilli par des journalistes en 2023. Il dit que les charges salariales représentent aujourd'hui 70% des charges de la coopérative. Pour encourager les adhérents, nous donnons régulièrement des primes. Donc ça, c'est en termes de gouvernance interne et de management. C'est un visionnaire. C'est quelqu'un qui est vraiment dans l'inclusion socio-économique. Donc il a travaillé depuis l'âge de 15 ans. C'était des mineurs à la base avec ses amis dans cette décharge et il a fondé ensuite la coalition de valorisation des déchets, une instance de concertation et de proposition qui apporte des solutions vraiment concrètes par rapport à ce secteur-là. Donc cela fait, donc témoignages datent de 2023 parce que ce sont des témoignages recueillis dans un reportage de 2 journalistes. Ce qui est intéressant, c'est le travail décent dont on parle. Une coopérative, c'est avant tout le travail décent, c'est-à-dire des conditions humaines dans le monde professionnel. Nous sommes protégés du soleil, nous sommes protégés de la saleté, nous travaillons, nous avons une CNSS, nous avons de l'amour. Donc, c'est ça le travail décent. Donc, la coopérative a réussi justement à offrir ce cadre-là de travail décent et grâce aux formations, par exemple, le FATNA, d'après ses témoignages, a justement amélioré ses capacités et a compris aussi, a été sensibilisé à la question de la préservation de l'environnement. Alors, en 2015, grâce aux bénéfices générés et réinvestis avec l'accord de 151 adhérents, vous remarquez que la gouvernance partagée reste une forme démocratique de gestion de la coopérative. Grâce à leur accord, ils ont pu se développer, justement. Ils vont acheter un nouveau camion pour assurer leur propre livraison et ne pas dépendre du marché. Aujourd'hui, justement, ils sont en train de faire une extension, justement, de leur projet dans d'autres régions. Et en termes de process, ils ont beaucoup évolué, ils ont pu acquérir du matériel très, très avancé. L'impact écologique, d'une manière générale, bien sûr, le plastique représente plus de 70%, justement, plutôt, génère de 60 à 70% des revenus de la coopérative. Et justement, c'est la matière qu'ils recyclent le plus. Donc ici, c'est par rapport à une coopérative inclusive et productive, justement, comme j'ai dit, elle a permis l'inscription à la CNSS, l'AMO et justement
de garantir un salaire qui est digne pour ces personnes-là. Donc, en 2017, ils vont élargir et renforcer leur partenariat, notamment avec l'INDH. Ils vont acheter 2 autres véhicules pour le transport des travailleurs. Donc là, encore une fois, c'est un modèle qui remet au centre de son business l'humain à chaque fois. Et donc justement, ils ont pu doubler leur capacité aussi de tonnage puisqu'ils ont pu acheter une presse à balles plus performante. Donc, d'après son témoignage, aujourd'hui, ce sont les clients qui viennent nous chercher et non l'inverse. Par ailleurs, nous organisons plusieurs actions de sensibilisation, de collecte au niveau des écoles privées, des organismes internationaux afin de développer l'esprit écologique parmi les nouvelles générations. Vous voyez, elles ne se sont pas renfermées sur eux, mais c'est aussi une coopérative qui est bien intégrée dans son écosystème, qui est bien consciente de sa vocation, de sa mission, de sensibilisation et de prise en conscience par rapport au bien commun, par rapport à l'écologie d'une manière générale. Donc aujourd'hui, ils ont pour ambition justement de dupliquer l'expérience dans d'autres régions du Maroc et justement créer une réelle fédération pour gérer ce secteur au Maroc. Voilà, donc j'ai essayé de respecter le temps puisqu'on n'a qu'1 heure, donc pour vous laisser l'espace pour interagir. Donc je vais ouvrir tout de suite le débat. Donc d'après ma petite analyse rapide du modèle, et je pense que ça mérite une analyse plus profonde, une recherche plus structurée que ça. Mais déjà là, on a 4 dimensions qui sont très importantes. Donc c'est ce que j'ai donc essayé de mentionner tout au long de cet exposé. Donc nous avons le travail décent et l'inclusion économique. Nous avons la 2e dimension importante, c'est le renforcement des capacités et l'autonomisation. La 3e dimension, la gouvernance partagée, le partenariat, la coopération. Et ensuite l'économie verte, la viabilité, le développement durable. Je pense que ce sont 4 dimensions fondamentales qui sont bien présentes dans ce modèle-là, qui est vraiment un cas d'école et qui mérite d'être mis en lumière. Voilà, donc j'ouvre tout de suite le débat. Donc je vais prendre quelques questions. Je vais juste regarder le temps pour que je puisse maîtriser. Ça va, donc on va prendre 10 minutes pour 10-15 minutes maximum. Comment ? Pour tout le monde ? Oui, on va essayer. Alors, 10-15 minutes pour recueillir quelques questions. Alors, qui veut réagir en général et par rapport à ce cas ou en général par rapport à notre thématique. Donc, je suis à l'écoute. C'est vraiment ouvert. Oui, monsieur. Mustafa Boujrada. Boujrad, pardon. Et vous êtes ? D'accord, consultant dans le développement et l'entrepreneuriat. Ok. Alors, qui d'autre ? Je vais noter. Alors, je vais vous donner la parole. Alors, allez-y, monsieur. Donc, je tiens d'abord à vous remercier pour cette analyse. Et je commence par le général. Le développement territorial et l'emploi de proximité. Vous avez cité un ensemble de mécanismes, d'initiatives de l'État. Notre problème essentiel, c'est que l'efficacité des programmes et des interventions de l'État. Toutes nos interventions depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, c'est des interventions de réparation et non pas de développement. Et la preuve, c'est qu'on commence un programme et on ne le termine jamais. Il n'y a pas de capitalisation et on reprend toujours la même chose. Et d'ailleurs, rien que ce matin on discutait, Sa Majesté le roi dans le discours du 29 juillet, a parlé de, soi-disant, l'approche territoriale. Il y a 20 ans,
que moi, à ce moment-là, j'étais au PNUD, on a travaillé sur les disparités territoriales et tout ça, il y a 20 ans. Et il y avait des expériences vraiment qui ont été reproduites dans d'autres pays. Et on arrive aujourd'hui, et toujours on est dans la même case de départ qu'il y a plus de 20 ans. C'est notre vrai problème. On a eu beaucoup de programmes pour l'emploi, l'emploi des jeunes, Mokawalati, tout Força et tout ça. Malheureusement, on ne voit pas de vrais changements sur le territoire. Vous avez parlé de PAC, PDR et PDP. C'est quoi les PAC et le PDP? C'est une sommation, comme on dit, des shopping lists. C'est des doléances d'élus qui sont transformées sur un document qui s'appelle le PAC, le PDP et le PDR. Il n'y a pas de planification. On a un budget, on le partage par arrondissement, etc., pour, bien sûr, montrer qu'on fait quelque chose. Mais il n'y a aucun impact sur le territoire. Et je pense que le dernier discours de Sa Majesté, le Parlement, faisait allusion à ça. Il faut être sérieux et il faut vraiment qu'il y ait des politiques qui débouchent sur un changement dans le territoire. Et pour développer l'emploi de proximité, il faut avoir déjà un projet de territoire. On n'a pas de projet de territoire. Que ce soit au niveau de la région économique, vous avez parlé des prérogatives, que ce soit au niveau de la province, on n'a pas de projet. Voilà. Okay. Donc, c'est une question de mentalité chez les décideurs qu'il faut changer. Et bien sûr, le tiers secteur, il a son mot à dire et il peut faire beaucoup de choses. Et on ne va pas adosser le social seulement au tiers secteur. Le social, c'est l'affaire de tout le monde. C'est l'affaire de l'État, c'est l'affaire du privé. Et on ne va pas toujours dire c'est les associations qui doivent faire le social, c'est la coopérative. Non. Les autres, ils s'enrichissent, ils font ce qu'ils veulent. Et on demande aux associations de corriger, etc. etc. D'accord. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Oui, madame, vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Je m'appelle Laura Bakri, je suis consultante en entrepreneuriat social. Je connais un peu l'histoire de la coopérative et là, je trouve que c'est un modèle de gouvernance. Il se trouve que je travaille beaucoup avec les coopératives entre autres et malheureusement, j'ai un retour toujours négatif. La gouvernance n'est pas au top et des fois, souvent, même à SAIC, ce qui est le minimum à légal, on ne se met pas au courant, on n'a pas le souffle lent pour travailler pour de longues années. Et la vérité, j'aimerais bien approfondir encore l'étude, voire même les visiter, parce que je trouve que c'est un bon modèle de gouvernance. Alors, il y a Tawafour, que j'admire beaucoup, il y a Samed aussi, qui sont avec nous, qui aujourd'hui réunissent plus de 100 ans sur les produits terroirs. Et j'estime que c'est un joli modèle. Et j'aimerais bien partager avec la séance un retour que j'ai eu d'une dame. Elle m'a dit, je pense que vous allez aussi l'enregistrer. Les maquins ce sont deux ingrédients indispensables pour une coopérative quel est le souffle prénom. Et j'aimerais bien apprendre davantage du modèle, où ce n'est pas évident, le secteur n'est pas évident, l'activité elle-même n'est pas évidente, se mettre d'accord. C'est le contexte des chineurs ou comment on les voyait, tout ça, je pense que c'était un déclencheur pour asseoir un peu. On est présent, coopérative de service, et ils donnent le modèle, franchement, on est fiers d'avoir des coopératives. Super, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres... La coopérative Copac, c'est un livre de Jaouda. Oui. Pour les produits Jaouda, vraiment c'est un exemple qui est très bien réussi au niveau national. Donc une coopérative au niveau local, elle s'est développée d'une manière exponentielle au niveau national. D'accord, super. C'est un autre exemple, monsieur. Allez-y. C'est Abdeslam. Marhaban. Merci pour la présentation. Merci aux gens aussi pour la réflexion. Et aussi Madame Nawal sur l'exemple. Donc je donne aussi un exemple
qui date un peu des années 2000, donc qui est celui de l'association ANCA, l'Association nationale des coopératives d'Ergen. Donc c'est aussi un modèle. Donc c'est une coopérative de Taroudent, et aussi au niveau de la région de Sousse. Donc il travaille avec des coopératives d'Ergen, des femmes donc, issues du rural, donc qui font le concassage, etc., donc pour la production d'huile d'Ergen. Donc il a accompagné plus de 67 coopératives d'Ergen, donc plus que 3000 femmes. Donc c'est aussi un exemple donc, à étudier, aussi à partager. Donc surtout le côté gouvernance. Donc je félicite aussi les présents, aussi la coopérative Sénat que je connais aussi. Donc il y a pas mal d'exemples donc à partager, à étudier, donc et aussi à enseigner donc pour les. Oui. Merci Saïd Abdeslam, merci pour ce témoignage des bonnes pratiques, madame. C'est Élodie de la Fondation marocaine du préscolaire. Oui, FMPS, oui. Donc on ne ressemble pas évidemment à ce modèle de coopérative, mais en même temps on est un gros pourvoyeur d'emploi local, puisqu'on a 25 000, à peu près 25 000 éducatrices recrutées sur tout le territoire, donc dans des zones enclavées, des zones de montagne, etc. Et finalement on a réussi à développer un modèle où tout le monde est gagnant. L'enfant est gagnant parce qu'il peut travailler avec des éducateurs qu'il connaît depuis qu'il est petit, qui parlent la même langue, qui a la même culture. Ces jeunes, parce qu'on les recrute avec le bac, on est à peu près la seule opportunité de trouver un travail localement. Alors, on aimerait les payer plus, effectivement, et ils sont payés au SMIC, mais après, avec une vraie opportunité d'évoluer, puisqu'elle commence avec les 3 premières années, 900 heures de formation, en présentiel ou en distanciel, qui font qu'elles vont pouvoir, je dis elles parce qu'elles sont à 80% des femmes, Oui. Okay. Elles vont pouvoir évoluer, pouvoir devenir superviseurs, représentants provinciaux, etc., ou bien passer des concours pour intégrer la fonction publique, l'éducation nationale. Donc on leur donne un outil vraiment pour évoluer dans leur vie, et tout en restant dans leur région. Super, donc ça c'est aussi un modèle de préscolaire dans les zones enclavées. Pour ceux qui ne savent pas, la FMPS donc, gère 70% du préscolaire public. On est délégataire de services publics du ministère de l'Éducation nationale pour gérer 70% du préscolaire, puisque Sa Majesté a demandé la généralisation du préscolaire en 2018, qui devrait être atteinte vers 2028. D'accord. Donc vous êtes accélérateur du chantier de généralisation, un moteur. Oui, la question de formation, c'est hyper important, parce que les formations accélérées, l'accompagnement permet justement à des gens de trouver des emplois locaux, justement, et d'accélérer l'employabilité. Est-ce qu'il y a d'autres interactions, d'autres commentaires? J'ajouterai une pour la coopérative, pour l'association ANCA. Oui. Donc, je citerai ici la coopération et aussi l'entraide et la complémentarité entre associations coopératives. Donc l'association elle a fait l'appui aux différentes coopératives féminines de l'Ergen, et qui a abouti à une sorte de mutuelle, donc pour déjà aider ces femmes-là, pour tout ce qui est santé, etc., et aussi pour les enfants de ces femmes, donc surtout de toutes sortes de crèches, etc. Donc il y a une complémentarité qu'il faut citer ici, qui est important dans ce document, ce sujet donc de l'économie sociale et solidaire. D'accord, mutualisation, complémentarité. Ok, Madame Salwa, encore une... Nawel, pardon. Comment ça se fait? Est-ce que vous avez partagé des chiffres par rapport à l'emploi dans l'ESS? Alors, est-ce qu'on a une estimation? Alors, il y a juste les chiffres de ce matin. Non, on n'a pas de chiffres précis sur l'employabilité dans le secteur. Juste pour les coopératives, justement, qui emploient... alors, on va revenir aux chiffres tout de suite. Mais on n'a pas de chiffres sur... on a 60 000 coopératives qui emploient, bien sûr, des femmes. C'est important qu'on ait un chiffre. Oui. Alors, on a
Oui, juste l'évolution du nombre des coopératives, taux de féminisation. Mais on ne sait pas combien emploie finalement le secteur. Taux d'employabilité, non, on n'a pas. Alors, environ. Non, dans 7730 sont féminines, 2% des membres. Non, on n'a pas de chiffres précis. Je me rappelle moi-même, j'ai effectué des recherches pour avoir le taux d'employabilité. Oui. Présenté au début. Oui. D'ailleurs, je n'ai pas compris bien le premier graphique concernant le taux de déclaration de la CNSS. Donc, si vous compris, seulement 1% des personnes employées par les associations sont déclarées à la CNSS. Donc déjà, ceci dit qu'on a déjà un chiffre du nombre de personnes qui travaillent dans le secteur, normalement. Oui, normalement. Et même ce 1%, je trouve que c'est très... je ne sais pas sur quelle source, mais je trouve que c'est assez vraisemblable, ce 1%. Ouais. Seulement déclarés, à part les volontaires bien sûr qui ne sont pas censés être déclarés. Oui. Oui. Mmh. 800 000. Oui, de l'emploi informel, qui ne sont pas déclarés. 800 000. Mais je ne sais pas si c'est le chiffre officiel. Je peux pas vous assurer. Oui, si quelqu'un a le chiffre, bien sûr, le taux d'employabilité. Oui. Oui, vous souhaitez prendre la parole, non? Non. J'ai vu une main levée, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Bonjour, madame. Est-ce que vous souhaitez intervenir sur ce modèle ou plutôt présenter une pratique, bonne pratique, que vous connaissez de près, dans laquelle vous étiez acteur ou actrice, justement? Je citerai que avec l'expérience de l'association Targaed, oui. Donc récemment au niveau de 5 provinces pilotes, donc dans le cadre de la phase 3 de l'NDH. Donc une c'était à Figuig, c'est des Nord, Khnefra, Ouazzane et Boulmen. Donc j'étais conseiller technique au niveau de la province de Boulmen. Donc on a travaillé sur pas mal de CDV, donc de chaînes de valeur potentielles au niveau de la province, surtout donc, qui ont déjà sur le terrain, il y a le safran, donc une expérience. Donc c'est pas seulement à Taïwan ou d'autres, au Marrakech, etc. Donc il y a aussi donc, la promotion de CDV safran au niveau de la province de Boulmen, au niveau de 2 sites. Donc je citerai Sadrina et Al-Mismar Moucha. Donc récemment, il y a 2 à 4 jours, il y avait le premier festival donc, du safran, donc au niveau de à Boulmen, et aussi la promotion de l'écotourisme. Donc l'écotourisme au niveau de 2 localités, à savoir donc la collectivité territoriale de Oulad Ali Youssef, donc qui est au niveau du cercle Outat al-Hajj, et celle de Skoura. Donc la Targa a initié donc, le forum l'écotourisme au niveau de la province de Boulmen, 2 éditions. Donc une première édition c'était en 2023, donc à Oulad Ali Youssef, et la deuxième c'était en 2024 à Skoura Mdes. C'est une expérience donc, pour la promotion aussi, pour la sensibilisation, l'accompagnement des coopératives, donc, au niveau transversal, donc coopératives féminines, safran, donc produits terroirs, tourisme durable, aussi du miel, donc apicole, etc. Donc il y a tout un travail qui a été fait pour déjà donc, faire promouvoir ces valeurs et aussi donc, la promotion, le développement de niveau de vie donc, des populations concernées, surtout les coopératives. D'accord. Alors la question de la diversification justement des services est très importante et des prestations. Alors, vous pouvez remarquer d'après justement les résultats et les constats du secteur de l'ESS que la prédominance c'est quand même agricole des coopératives. Mais maintenant effectivement, est-ce qu'on n'a pas des fondations comme la fondation du préscolaire ou des associations d'insertion justement économique dans plusieurs secteurs, dans d'autres secteurs, à part ce qu'on voit
Donc, ce sont des secteurs classiques justement d'intervention. On a effectivement l'écotourisme qui est hyper important. On a là le modèle du tri, du recyclage. Mais est-ce qu'on ne peut pas développer d'autres prestations aussi utiles à la collectivité et être générateur d'emplois et moteur de développement territorial? Donc, la diversification des services est importante. Oui. Je suis membre fondateur de l'association Anana. Oui. On l'a fondée en 1997. Oui. Actuellement, elle emploie 3000 salariés. C'est une association, mais un statut spécial. Oui. Les clients, plus de 450 000 clients, ça veut dire 450 000 initiatives privées. Et bien sûr, chaque client, peut-être, il emploie un certain nombre. Pour dire que le secteur du microcrédit, il a contribué énormément à l'emploi des jeunes au niveau national, mais aussi à l'inclusion financière, et c'est parmi les problèmes, l'inclusion financière d'un certain nombre d'entrepreneurs petits, la TPE, la toute petite entreprise. Donc il y avait une autre expérience que j'ai vécue personnellement. C'est une association dans l'oriental, dans la province de Figuig, une petite localité. C'était en 1994. À travers cette association, on a créé 15 emplois permanents, mais à travers, bien sûr, des fonds de la coopération internationale. Oui. Aucun centime des fonds publics ou privés. Et parmi les blocages des CRA, c'était que l'association, on la considère toujours comme une société, comme une entreprise. D'ailleurs, on payait la CNSS comme tout le monde, comme une entreprise. Même, par exemple, les véhicules, on payait les taxes, toutes les taxes, comme une entreprise. Aucune subvention de l'État, aucune exonération, rien du tout, parce qu'on n'a pas eu le droit, on ne peut pas facilement avoir le droit d'être déclaré utilité publique. Donc vous le savez. Donc il y a beaucoup d'associations de ce genre qui créent de l'emploi. Mais de l'autre côté, il n'y a pas d'encouragement, il n'y a pas de vraiment des initiatives pour faciliter la création de l'emploi, surtout de proximité. Et vous le savez certainement, les associations peuvent vraiment créer de l'emploi si bien sûr il y a de l'aide et de l'appui. Très bien. Alors je reviens à justement, faire le lien avec votre première intervention sur la nécessité de la pérennisation, justement pour créer ce changement, mais durable. Et la question de la pérennisation, la question de la viabilité des projets, il y a eu effectivement des expériences, des initiatives très intéressantes au niveau des territoires, mais il y a aussi la question de visibilité et de capitalisation. Il y a des acteurs ici qui sont engagés depuis de longue date justement sur le terrain, mais qui ont produit justement des expériences et initiatives qui sont intéressantes, mais qui n'ont pas été mises en lumière et qui méritent justement une capitalisation des pratiques et un partage à d'autres échelles pour que ce soit justement des modèles. Je reviens aussi sur votre question sur la planification stratégique. C'est vrai que la planification stratégique devient de plus en plus rigoureuse par rapport aux versions précédentes, par rapport au PCD en 2010 qui était vraiment une expérimentation où le budget était vraiment irraisonnable, je dirais, pour certaines
certaines collectivités, mais aujourd'hui, il y a des instruments justement de planification qui sont plus rationnels, qui sont axés sur les résultats. On ne peut pas budgétiser juste comme ça, mais justement, il y a des normes qui sont plus rigoureuses. Par rapport à la question d'employabilité, je pense juste à une commune que nous avons accompagnée. C'est vrai que ça ne fait pas partie de ses compétences propres. On n'a pas pu, par exemple, construire un institut de formation professionnelle. Et donc, c'était très coûteux pour la commune. Elle pouvait justement offrir le foncier. Et on a réussi quand même à négocier avec l'OFPPT une mesure qui était intéressante pour l'insertion des jeunes et qui était une caravane mobile. Donc la caravane mobile a fonctionné parfaitement. On ne va pas construire, on n'a pas de quoi construire. L'OFPPT vient chez vous, il a un minima de nombre de personnes bénéficiaires de la formation. Et c'était justement des modules très intéressants. C'était l'énergie renouvelable. Il y avait du câblage, bien sûr, et des formations, ce qu'on appelle des formations rapides d'insertion sur le marché pour les jeunes, dans les douars, dans les villages enclavés. Mais ça permettait quand même une certification rapide. Et on a négocié ensuite avec des entreprises dans l'offshore comment justement encourager l'employabilité grâce à ce partenariat. Donc justement, il y a des mécanismes qu'on peut exploiter au niveau local, mais c'est grâce au partenariat, cette mise en synergie entre les acteurs. Et c'est pas évident justement d'inclure des stratégies en tant que telles, mais des mesures incitatives et au sein des plans stratégiques territoriaux. Et par rapport à la gouvernance, oui, la gouvernance que Madame Saloua a évoquée, justement, c'est un modèle à suivre ce cas-là parce que la gouvernance fait défaut et on revient aux valeurs de l'entreprise sociale, aux valeurs de l'ESS. Si on n'a pas le partenariat, si on n'a pas la coopération, si on n'a pas justement, il va s'éteindre. Non, voilà, pardon. Si on n'a pas cet esprit-là collaboratif, coopératif, on perd vite justement le sens et la vocation de la coopérative. Ensuite, j'aimerais juste réagir rapidement sur la question. C'était quoi la question par rapport à ça ? Oui, j'ai complètement oublié, mais je voulais réagir sur l'une des interventions. Mais en tout cas, il y avait des pratiques qui étaient très intéressantes dans cet échange-là. Et ça mérite justement de mettre en lumière plusieurs modèles au sein des organismes que vous représentez pour voir justement l'impact réel sur le territoire en termes d'emploi de proximité. Donc, je vous invite tous à vous reconnecter, s'il vous plaît, sur Kahoot pour recueillir vos recommandations, si vous le souhaitez, justement sur l'amélioration justement du tiers secteur et comment promouvoir le rôle du tiers secteur dans le développement territorial. Donc, c'est une question générale. Oui. Il y a un code à scanner pour accéder. Oui, je vais vous le donner tout de suite, ça se régénère automatiquement. Oui, alors tout de suite, c'est la plateforme qui va le régénérer tout de suite. Alors, Windows P, dupliquer. Voilà, il va régénérer un code pour cette session. Je viens de consulter le rapport du Conseil économique, social et environnemental sur la question de l'économie sociale et solidaire. Il y a un rapport qui fait référence à 500 000 emplois. 500 000. 500 000. Ok. Donc 500 000 emplois. Oui, soit près de 5% de la population. D'accord, 500 000. Ça, c'est les coopératives. Ouais. Merci beaucoup. C'est 500 000 emplois. C'est secteur coopératif uniquement. Oui, secteur pas encore structuré. C'est monsieur.
Alors, quelles mesures peut-on mettre en place pour renforcer l'emploi de proximité, d'après vous? Pour renforcer l'emploi de proximité. Deuxième question, quelles sont vos recommandations pour renforcer le rôle du tiers secteur dans le développement territorial, d'une manière générale? La première, c'était relatif à l'emploi. La deuxième, c'est le développement territorial. Le rôle du tiers secteur, d'une manière générale, dans le développement territorial. Alors, dernière question, quelle est votre appréciation d'une manière générale sur cette section? Vous pouvez mettre une appréciation. Merci beaucoup. Donc pour moi, c'était une session intense, très rapide, très brève, mais merci pour cet échange intense. Et voilà, j'aurais aimé avoir plus de temps pour justement faire connaissance avec vos expériences et les pratiques que vous menez au sein de vos territoires. Et voilà, j'étais ravie d'animer cette session avec vous. Et puis j'espère à la prochaine. Merci infiniment. Merci. Merci à vous. Merci.